Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Giusto un saluto velocissimo, abbiamo un programma molto ricco e affascinante che ci aspetta e quindi io cederò immediatamente la parola in ordine all'assessore all'ambiente del Comune di Parma, Michele Alinovi, il quale introdurrà a sua volta l'architetto Piercarlo Bontempi, che è l'autore di questo edificio, in mezzo ad altri ovviamente, e di tutto quello che sono gli edifici del labirinto dell'Amazone, il quale a sua volta colloquierà con Michael Harris, che viene da Londra ed è della fondazione, rappresenta la fondazione del Principe di Galles. Dopodiché ci sarà il grande paesaggista francese Thierry Huot, che ci racconterà di tutti i suoi meravigliosi lavori in cui mette in armonia l'acqua e il paesaggio, i giardini e la vegetazione. Buon divertimento! Grazie, buon pomeriggio a tutti. Porto i saluti istituzionali del territorio del Comune di Parma, ai nostri illustri relatori e anche al numeroso pubblico che vedo davanti, che è già da giorni che sta, come dire, facendo avanti e indietro dalla provincia, non solo per ascoltare queste importanti relazioni che arrivano da tutto il mondo. Vorrei solo ricordare, ma brevemente, il tema della risorsa acqua. La risorsa acqua è un elemento fondamentale anche della costruzione del nostro paesaggio emiliano, il paesaggio che vediamo attorno all'Amazone, questo esempio splendido, dico, di architettura contemporanea, dove però il tema dell'ambiente, del paesaggio e anche dell'acqua sono diventati materia fisica e anche di straordinaria bellezza. L'acqua è vita anche per noi, l'acqua è vita per l'agricoltura, e lo abbiamo imparato anche in questi giorni. Ed è un elemento fondamentale nella costruzione della bellezza del paesaggio. Il tema della bellezza domina ciò che abbiamo attorno e dominerà anche, penso, immagino, la relazione che andremo ad ascoltare dopo e anche questo bel dialogo tra Thierry Huot, che dicevamo prima, è già stato citato, Piercarlo Bontempi e Michael Harris. Dobbiamo anche darci un orizzonte che in questi giorni appunto abbiamo sempre rappresentato, che è quello della grande scommessa. La grande scommessa a questo punto è contemperare il tema della bellezza con la sostenibilità, con un approccio etico. Il tema dell'etica deve essere alla base anche del fare rispetto all'architettura del paesaggio. E io credo che nelle opere di Thierry Huot questo è un elemento sostanziale e di questo ringrazio, perché nell'etica del lavoro si è riusciti anche a rappresentare questo messaggio che oggi ci verrà qui relazionato. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie. Il mio compito è abbastanza facile questa sera, me la cavo con poco. È facile perché devo presentare delle persone di cui conosco bene il lavoro e perché devo mostrarvi solo poche immagini che vi danno un po' la temperatura di quello che i nostri ospiti poi vi racconteranno. Questo titolo è un po' una scommessa, quella della trovare e ritrovare nell'acqua le radici della bellezza della città. Ve lo ricordate il grande quadro di Sandro Brunelleschi, di Sandro Botticelli? La deformazione degli architetti è quella di trovare sempre questo tipo di incroci. Stava nella villa di Castello dei Medici in Toscana e rappresentava insieme alla primavera l'ideale della perfezione e della bellezza. La bellezza di Venere, che nasce secondo la tradizione e secondo la mitologia dall'acqua.
ma dall'acqua sono nate anche le città. Basta pensare al Nilo, al Tigri-l'Eufrate, il fiume azzurro, il fiume giallo, l'Indo. Sono tutti fiumi che hanno dato vita a città e civiltà straordinarie. Secoli più tardi altre città sono sorte lungo i fiumi, pensiamo al Tevere oppure alla Senna. Ma anche nel Nuovo Mondo, il Potomac, dove è sorta Washington, o l'Hudson, dove è sorto New York, segnano questo rapporto strettissimo tra l'acqua, la città e la civiltà. Con questa immagine del Pont du Gard, che è uno spettacolare acquedotto romano, ci ricordiamo di quanta maestria in passato si dedicava al problema dell'acqua, al suo trasporto e al sapere di quanto valore avesse quell'elemento all'interno della vita della città, ma anche all'interno del lavoro di chi pianificava il territorio e pianificava le città. L'acqua con l'architettura e con il paesaggio ha un rapporto molto stretto in molte forme diverse. Vi faccio vedere un episodio storico curioso che ci fa riflettere. Con l'acqua si fanno i mattoni, con i mattoni si fanno gli edifici. A Venezia, la più straordinaria città d'acqua, sorgeva sulla piazza San Marco il grande campanile. Qui lo vediamo in una rappresentazione di Canaletto, ma come tutti sapete, il 14 luglio del 1902, senza creare nessuna vittima, salvo il gatto del campanaro, è crollato in maniera improvvisa, implodendo su se stesso. Per fortuna il sindaco Grimani si impegnò allo spasimo per evitare che fosse ricostruito un edificio diverso da quello che apparteneva alla grande tradizione di Venezia e si decise di realizzare la ricostruzione così com'era del campanile. C'è un dato che lega il nostro territorio a quel campanile. A Gramignazzo di Sissa, nella fornace della famiglia Pizzi, si producevano i mattoni per la ricostruzione del campanile di San Marco. Da Torricella di Sissa, dal porto di Torricella di Sissa sul Po, sul fiume Po, le grandi chiatte, le grandi barche partivano, scendevano tutto il corso del Po, arrivavano all'Adriatico e risalivano l'Adriatico fino in laguna e rifornivano nell'arco dei 10 anni, dal 2 al 12, del materiale da costruzione, soprattutto per il rivestimento esterno del campanile, perché questa fornace di Gramignazzo produceva un mattone di grandissima resistenza all'umidità. Le chiatte facevano avanti e indietro, portavano il carbone che arrivava probabilmente dalle carbonaie del Veneto alla fornace, scaricavano il carbone, ricaricavano il carico di mattoni e così abbiamo quel capolavoro ricostruito che molti forse non conoscono in questa vicenda speciale, ma che testimonia come l'acqua sia nello stesso tempo materiale da costruzione e via da percorrere. Stasera avrete due visioni diverse, ma complementari, di come si può affrontare questo tema a livello sia di paesaggio, ma anche più in generale di ambiente. La prima presentazione che riceverete è quella legata alla fondazione del Principe di Galles. Tutti sapete il grande impegno ambientalista del Principe, che è rivolto a
cercare di ricostruire il senso di comunità dai villaggi alle città, con lo sforzo di ritrovare l'identità delle comunità. C'è questo bel messaggio di rispettare il passato e immaginare il futuro. Voi sapete che da oltre 30 anni il Principe di Galles si batte per la qualità dell'architettura e dell'urbanistica. Avere con noi Michael Harris, che è l'architetto responsabile all'interno della fondazione dei progetti, è una grande occasione e per me un piacere personale, perché molti anni fa Michael, giovane studente americano laureato all'Università di Notre Dame, ha passato un anno nel mio studio a apprendere un po' dell'architettura pratica costruita dopo aver appreso molto bene quella disegnata all'università. C'è una riflessione a cui dobbiamo dedicare qualche momento, che è quella della responsabilità che noi abbiamo oggi di fronte al tema della costruzione delle città. Quella che vedete è la Londra dipinta da Canaletto. Voi sapete che Canaletto ha passato una decina d'anni della sua vita a Londra dipingendo paesaggi londinesi dopo quelli veneziani, e questa è la proporzione corretta della città lungo il fiume. Oggi quella proporzione è cambiata. Non voglio dare un giudizio, potete voi valutare se abbiamo sorpassato il limite del giusto equilibrio. L'altra versione della presentazione di stasera, che sarà molto articolata e dedicata a progetti anche specifici, è quella che Thierry Huot ci farà, mostrando attraverso una sorta di 5 capitoli del suo lavoro i modi che lui ha di intendere l'acqua e di come l'acqua interagisca con il paesaggio. È un modo che coniuga nello stesso tempo aspetti estetici molto anche ricercati e nello stesso tempo aspetti sociali, riconoscendo una grande capacità dell'acqua di essere elemento di aggregazione per le persone. Quindi questo aspetto di responsabilità etica di cui parlava prima l'assessore nel suo lavoro è profondamente presente. E da ultimo vi faccio una riflessione che mi capita spesso di fare, che è quella di chiedere qual è il più grande manufatto che l'uomo abbia costruito in tutti i tempi. Credo che molti siano portati a pensare alla muraglia cinese, alla grande muraglia cinese. La cosa è un po' diversa. La più grande costruzione dell'uomo sono 700.000 chilometri quadrati di superficie di questa gigantesca isola galleggiante di rifiuti e di plastica che sta nell'Oceano Pacifico. 700.000 chilometri quadrati sono la superficie della Francia, per esempio, o il doppio di quella del Giappone. È una responsabilità che grava sui nostri anni e che vorremmo non dovesse gravare troppo sugli anni futuri delle generazioni. In modo abbastanza polemico, ma credo e provocatorio, ma credo che sia così nel stile del personaggio, Al Gore, di cui conosciamo il grande impegno ambientalista, ha chiesto di essere il primo cittadino ad avere il passaporto di questo arcipelago di plastica, forse il 196esimo stato del pianeta. Io mi auguro che il nostro sforzo vada in una direzione un po' riflessiva e che non ci troviamo nel paradosso di annegare l'acqua in un mare di plastica. E mi auguro quindi che con queste riflessioni possa tornare ancora una nuova primavera per l'ambiente, come Sandro Botticelli aveva fatto di rimpetto al quadro della nascita di Venere, questo della rappresentazione della primavera. Vi ringrazio e invito Michael Harris a raccontarci un po' le attività della Fondazione.
Grazie Piercarlo. Signore e signori, buonasera. Mi chiamo Michael Harris e sono il direttore associato dei progetti della Princess Foundation. Sono assolutamente lieto di far parte di questo evento in cui sono stati discussi molti punti di vista importanti sull'acqua e sulla sostenibilità del nostro pianeta. Sono felice di presentare gli obiettivi e la filosofia della Princess Foundation e il modo con cui lavoriamo per raggiungerli. Nel nostro mondo costruito, questo aspetto alla fine influenza il mondo naturale. Il presidente della Fondazione, Sua Altezza Reale, il Principe di Galles, di cui vi porto i saluti, è una figura chiave non solo per il lavoro della sua fondazione, ma come un promotore della sostenibilità nel nostro dibattito nazionale e sulla scena mondiale. Sotto la sua guida, la Princess Foundation sta facendo progressi nel modo in cui il Regno Unito e il Commonwealth pensano all'ambiente edificato da oltre 30 anni. Oggi la Fondazione è composta da educatori, artigiani, architetti e urbanisti. Insegniamo artigianato e urbanistica sostenibile. Progettiamo masterplan e edifici e sosteniamo la filosofia della Fondazione come un messaggio per il pubblico. Il cuore di questa filosofia è che l'ambiente e la comunità sono elementi fondamentali che modellano la nostra esistenza. Questi elementi possono collaborare in armonia per arricchire le nostre vite, proteggendo nello stesso tempo l'ambiente. Oggi viviamo in un'epoca in cui tutte le cose sono quantificabili. I costi dei materiali, dei prodotti e gli indicatori economici guidano il processo decisionale della costruzione. Di conseguenza, villaggi e città sono prodotti di fogli di calcolo economici più che di scelte architettoniche. La domanda che ci poniamo è se stiamo quantificando e valutando correttamente questi elementi. Oggi, tuttavia, siamo ancora ricchi delle abbondanti risorse che ci sono state fornite dalla natura e se consideriamo questo come un elemento quantificabile, allora quello che abbiamo è un natural capital o capitale naturale. Le città storiche d'Italia sono apprezzate perché l'uomo si è adattato alle forme naturali della terra, ha definito i confini tra la città e campagna, ha utilizzato materiali dalla terra per costruire e ha usato il cammino come mezzo di trasporto primario. Molte di queste città sono ora patrimonio mondiale dell'UNESCO grazie a questa armonia incorporata tra la loro formazione e l'ambiente. Questo alla fine può essere visto come una prospettiva di crescita sostenibile a lungo termine. I nostri sforzi riguardano il rispetto e la comprensione del passato e la loro correlazione con la natura, vedendo come ciò possa influenzare il nostro futuro costruito. Alla Fondazione lavoriamo sui progetti e forniamo una base di informazione che descriverò brevemente. Il nostro team di progettazione, ad esempio, ha realizzato piani urbanistici per la città come Nansleden, che vedi qua, in Cornovaglia, dove ha sviluppato un piano che ha valorizzato il semplice desiderio dell'uomo di camminare nella sua città. Abbiamo anche scoperto che esiste un incentivo economico per gli imprenditori per questo tipo di pianificazione urbanistica.
Chiamiamo questo tipo di investimento patient capital, oppure paziente investimento a lungo termine, che darà frutti forse non immediati, ma più abbondanti. Portiamo questa esperienza anche a livello di materiali, scegliendo materiali che provengono dalla terra, pensando che un giorno, si spera, tra centinaia di anni torneranno alla terra. Laddove alcuni architetti scelgono finestre di plastica, facciamo un sforzo di utilizzare di legno. Dove alcuni scelgono i blocchi di cemento per costruzione, vengono proposti blocchi di argilla formati per avere proprietà isolanti eccellenti. E abbiamo anche proposto la lana di pecora per isolamento anziché il polistirolo. Il cuore di tutti i nostri progetti è la comunità. Ci impegniamo su ogni progetto prima di mettere nero su bianco a parlare con la comunità. Ci incontriamo letteralmente nella sala comunale del villaggio per discutere del design attraverso un processo che chiamiamo Inquiry by Design. Ospitiamo un workshop di 1-2 giorni in cui invitiamo 10, 50, 100 persone a esprimere le loro opinioni e portare le esigenze della comunità nel processo di progettazione. Lavoriamo insieme. Nel nostro lavoro c'è una grande speranza e la vediamo ogni giorno nelle comunità con cui interagiamo e con gli artigiani che formiamo. La bellezza dell'artigianato è che non solo la pietra lavorata è piacevole alla vista, o il taglio della falegnameria può essere bello, ma che gli stessi artigiani stanno facendo un lavoro che spesso amano e lo fanno con passione. Offriamo quindi un programma di apprendistato in cui giovani artigiani imparano il mestiere sia in officina che sul cantiere sotto la guida di esperti maestri artigiani. In concomitanza con questa pratica, ogni estate ospitiamo una scuola estiva di 3 settimane che riunisce architetti e artigiani a cui insegniamo a conoscere il lavoro con la pietra, la falegnameria e persino l'uso del palio per i tetti insieme ai principi architettonici tradizionali. Ogni estate gli studenti sono invitati a progettare un piccolo padiglione che verrà poi costruito dagli stessi artigiani, come questo qua che è fatto a Dumfries House in Scozia. Infine, restituiamo alla comunità i nostri progetti rigenerando edifici storici dismessi nel centro dei villaggi, dando loro una nuova vita, anche se un solo edificio può dare nuova vita alla comunità. Spero che questo vi abbia dato una visione del percorso che stiamo facendo e possibilmente vi abbia in qualche modo incoraggiato. Grazie mille. Dopo il sogno della fondazione del Principe di Galles che Michael ci ha raccontato, facciamo adesso questo viaggio attraverso i progetti di Thierry Huot che ci conducono in giro un po' per tutto il pianeta.
Buonasera. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. D'abord, c'est un honneur que d'être là, dans ce lieu, dans ce paysage habité par l'art et la culture. Et je tiens à remercier Franco Maria Ricci et Laura pour cet accueil. Lorsque Pier Carlo m'a sollicité pour parler de l'eau dans les paysages, j'ai tout d'abord pensé que ça allait être facile et rapide, et puis j'ai soudain compris que l'eau était notre base de travail, était notre terreau, et qu'il n'y avait pas un seul de mes paysages ou aucune des créations que je connaisse qui n'ait pas mêlé l'eau. Et donc, bien sûr, il y a matière pour un long travail sur l'eau et probablement beaucoup de livres à écrire, Franco Maria. L'eau, c'est avant tout une source d'inspiration qui n'a été en permanence une quête pour l'humanité. C'est la matrice, c'est la mer, c'est la soupe originelle, c'est celle qui est en référence dans la plupart des œuvres, des travaux, des créations, et c'est celle qui donne la vie, bien évidemment. Ici, ces fontaines, eh bien, sont le résultat des ingénieurs, des fontainiers qui sont à l'origine du canal du Midi en France. S'il n'y avait pas eu Riquet, l'ingénieur de Louis XIV, qui a réfléchi à l'usage de l'eau, il n'y aurait pas eu un juste équilibre entre la présence du canal, la desserte entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, et il n'y aurait pas ce travail extraordinaire légué à l'humanité. Mais l'eau, c'est bien sûr cette recherche constante que nous trouvons dans tous les pays du monde et dans l'origine que citait Pier Carlo, Babylone, le croissant fertile, ces peuples qui n'ont cessé de dominer l'eau pour la maîtriser. Ces jardins que j'ai créés à Abu Dhabi, eh bien, sont dans la continuité de cette recherche. L'eau, bien sûr, c'est les brumes que l'on connaît dans nos régions tempérées. Ce sont des éléments que l'on découvre. Et si mon sujet porte sur le travail du peintre Claude Monet au démarrage de cette étude, c'est que cet homme a révélé au monde l'une des œuvres les plus fortes de l'histoire de l'art. Un monument d'apesanteur et de puissance faisant flotter les couleurs et la lumière dans une série devenue culte, les nymphéas. En fait, il a surtout dans son jardin et sur la toile tendue l'eau maître du jeu, à même de transcender la lumière et l'émotion. Monet n'a pas fait que peindre, il a surtout activé une conscience d'un monde industriel galopant, conscience d'un seul coup que l'on ne pouvait plus traiter l'eau juste par son esthétique. L'eau est devenue par son pinceau tout à la fois source de vie et motif d'inspiration. Clémenceau, le chef de la diplomatie française de l'époque, disait à propos des nymphéas: n'est-ce pas pénétrer dans le monde lui-même, dans le monde impénétrable? Monet n'a fait que changer ce paradigme de la peinture. Il a voulu, en pleine période de guerre, en 1915, 1916,
apporter de la beauté et du réconfort. Il a réussi à transcender cette peinture pour en faire un message de beauté pour l'ensemble des populations martyrisées par cette grande guerre. Il a fait aussi prendre conscience que tout n'était pas écrit ou que tout n'était pas détaillé, qu'en se plongeant dans ses œuvres, il laissait une place à l'inconscience. Et qu'à partir de là, cette lumière qu'il n'a cessé de l'activer, de le hanter, Monet déchirait ses toiles, ou les crevait plutôt avec son pied tous les jours, il les brûlait, parce qu'il n'était jamais heureux du résultat. Pour lui, le résultat n'était pas une œuvre picturale, c'était de rentrer dans la conscience des êtres et de leur faire prendre conscience qu'il y avait au-delà autre chose. Et lorsqu'il m'est arrivé en 2013 de paysager le Grand Palais à Paris, eh bien c'est en se remémorant le spectacle des Nymphéas que nous, artistes, paysagistes, architectes, plasticiens, nous nous devons de cultiver l'eau, non pas juste en copiant la nature, mais en poète, en visionnaire, en philosophe, pour faire de l'eau ce terreau de nos sentiments, pour refléter, comme le disait Geoffroy, la lente découverte des choses et de soi qui est le fond de la destinée humaine. C'est dans un lieu comme le Grand Palais à Paris que Claude Monet a découvert l'existence des water lilies, des nénuphars. C'est un Français, Latour Marliac, qui a révolutionné l'histoire de l'horticulture et qui a inventé les nénuphars de couleur et qui les a présentés à Monet à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Et à partir de là, l'œuvre a pris corps. J'ai recréé cette allusion, cette métaphore à l'histoire de la peinture en réunissant dans ce grand palais tous ceux qui sont pris par l'émotion du lien entre l'eau, la lumière et le végétal. Mais c'est avant tout une leçon de se dire, et si nous pouvions intégrer cette dimension-là au cœur de la cité? Quelques années auparavant, j'ai créé un parc qui est un parc pédagogique important, Terra Botanica, au bord de Loire. Ce parc, c'était la première fois qu'un thème était traité sur ce modèle-là. Parler de l'eau sous toutes ses formes, parler du végétal, de son intervention sur notre planète, de son arrivée en Europe et particulièrement en Anjou, que les poètes ont appelé le jardin de la France. Et donc, j'ai reconstitué dans ce lieu, dans ce territoire, une sorte de microcosme qui va nous servir de guide, mais surtout aider les écoles, les enfants, les familles à dialoguer, à être une sorte de médiateur intergénérationnel. Ce parc de 13 hectares, ouvert au public aujourd'hui, joue son rôle de pédagogie. Il permet de mettre en situation de l'importance de l'eau, de l'importance aussi de savoir regarder. L'eau, c'est un jeu, une action, une science, et on l'a vu toute la journée avec beaucoup de chiffres, de démonstrations de l'importance de l'eau dans nos villes, dans nos cités, dans notre pays, de la valeur économique de l'eau. Ici, dans ce parc, la place est donnée à la poésie, mais aussi donnée au message environnemental fort. Monet est finalement un des précurseurs de l'écologie. En refusant le dialogue industriel qu'il a peint dans ses tableaux, on a tous en tête la gare Saint-Lazare, on a tous en tête l'apogée de l'industrie. Il a aussi fait l'équilibre et rappelé que finalement,
la place de l'eau, du végétal et de la lumière devait rester une constante. Et là, dans ce parc, nous avons joué à la fois sur le côté gravitaire, cette eau qui s'écoule, mais aussi son recyclage, comment l'eau allait devenir une constante dans nos vies, comment la protéger, comment la développer, comment la remettre en circulation, comment trouver la manière de l'épurer, ce qu'on appelle la phytoépuration par les plantes, comment faire que ce lagunage naturel puisse demain remplacer nos tuyaux, remplacer nos stations d'épuration. Et ce parc est une occasion. Mais c'est aussi rappeler que les théâtres du XIXe siècle étaient souvent des théâtres à transformation et qu'il n'y avait pas de cinéma, ou très peu, c'était le début de l'image, mais que par contre on maîtrisait l'eau depuis le XVIIIe siècle, avec les jeux d'eau que l'on connaissait de Versailles, de Marly, et que ces jeux d'eau au XIXe siècle ont été utilisés en écran d'eau pour organiser finalement, à l'échelle d'un petit théâtre comme cette salle, des projections, des jeux d'eau, et que ce microcosme pouvait atteindre toutes les couches de population et pas uniquement ceux qui fréquentaient les grands domaines royaux. Mais l'eau, bien sûr, c'est une constante. Ce jardin réalisé en Sologne, région de chasse au sud de Paris, eh bien, montre à la fois le souci, le travail sur l'eau, l'organisation d'un espace. Ce château n'existait pas, il est une création contemporaine, et le propriétaire voulait que l'eau soit le reflet de cet accueil, mais son épouse voulait quelque chose de beaucoup plus sauvage. Et donc d'un côté, j'ai fait des bayous façon Louisiane, et de l'autre côté, la symbolique de l'eau pour accueillir. Parce que l'eau est symbolique, tout est symbolique dans l'eau. Depuis la nuit des temps, une simple fontaine va traduire un effet et un sentiment, ou va traduire une connotation, une image de marque, une société. Ici, lorsque je créais ce jardin, j'ai repris un vieux jardin du XIXe siècle et il m'a semblé que l'eau n'avait pas pu être traduite à l'époque par son paysagiste. Et il m'a semblé que naturellement, il fallait que je ramène cette eau dans ce jardin. Et c'était comme révéler finalement le fond de ce jardin qui n'avait pas pu être terminé. Et lorsque l'eau s'est animée le soir, tout le monde a compris probablement que tout était fait pour les fêtes nocturnes, pour les reflets, pour la lumière. Et donc l'eau nous sert en permanence, nous, dans nos métiers de créateurs. C'est le miroir des ciels, c'est celui qui va marquer les climats, qui va marquer aussi les artistes, qui va faire que les supports vont être source d'inventivité permanente. Léonard de Vinci, qui a fait son dernier long séjour à Amboise, en France, au bord de Loire, n'a eu de cesse que d'inventer, n'a eu de cesse que de maîtriser ce que l'eau pouvait lui apporter, d'être capable de faire tourner la roue, de faire tourner des bateaux, de faire s'envoler des avions. Et dans son domaine d'Amboise, que le roi lui avait concédé, eh bien, il était là, en permanence, à inventer. Aujourd'hui, ici, dans ce paysage que je travaille en Chine, c'est une ancienne mine de charbon réhabilitée. Et le client chinois m'a demandé d'inventer encore aujourd'hui le recyclage de ces matériaux, de ces énergies du XIXe siècle, et de voir comment l'eau, omniprésente dans la fabrique des paysages, de la source au fleuve,
l'eau mouvante et cascadante selon les usages des familles et du grand public pour estomper les frontières entre le public et le privé, le minéral et le végétal, la ville et les terres agricoles, la forêt et l'habitat. L'eau, c'est en Chine des histoires de légendes, des histoires de poètes, des histoires de peintres, bien sûr, de ces peintres qui font partie de notre tradition encore contemporaine aujourd'hui partout en Chine. Et quand on voit la taille de ces personnages, on comprend que l'ampleur des œuvres de l'homme sur la nature auront toujours du mal à être compensées, mais elles pourront en tout cas être diffusées, proposer des alternatives, s'avancer sur des architectures nomades, regarder l'eau sans être obligé forcément de bétonner ses rives. L'eau, c'est prendre le temps de la découverte. C'est cette source d'inspiration permanente qui guide aussi la création, et particulièrement en Asie, de l'usage des lotus, qui est la fleur qui a vu naître Bouddha. Alors l'eau, oui, c'est une source d'inventivité sans faille. Elle nous livre des surfaces permanentes. Le philosophe français Michel Serres, dans son ouvrage « Habiter », nous clame « Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est la flore dans la faune humaine, la campagne dans la ville. Elle y était déjà, elle y sera, mais nous ne le savions pas. » Que veut dire cette phrase un peu hermétique? Elle veut tout simplement dire que nous sommes nés de la forêt, nous avons bâti nos forêts, et qu'aujourd'hui, il est plus que temps, pas simplement de les paysager, mais de changer nos regards sur le lien entre la ville et la forêt, si nous voulons, comme en Chine, continuer à respirer. En Chine, pendant 3 mois à Pékin, les Chinois, les autorités déplacent plusieurs millions d'enfants en dehors de Pékin pour respirer. Et le gouvernement chinois, un peu autoritaire, peut aussi décider d'arrêter tous les travaux, de limiter les pollutions du jour au lendemain. Eh bien, c'est ce qu'il fait aujourd'hui pour rattraper le retard d'énergies qui ont détruit une très grande partie des ciels et des eaux. L'eau, c'est bien sûr toujours se projeter. Ici, avec le cinéaste Jacques Perrin, je travaille une scénographie de sensibilisation à la nature. L'eau, c'est bien sûr les œuvres japonaises, chinoises, exceptionnelles. Le chapitre 2 doit aussi nous rappeler que l'eau est nourricière. L'eau, c'est la capacité de produire. Mais produire, tout à l'heure on a vu la photo de pollution. Ici, ces enfants à Saigon, dans le sud du Vietnam, eh bien, vont pêcher des produits pollués, des poissons qui sont mortels, que l'envahissement par ces jacinthes d'eau est aussi lié à un problème de surdosage de l'azote dans les rivières. D'où l'importance de trouver nos équilibres. Ici, ce sont des plantes oxygénantes, c'est-à-dire des plantes qui vont pouvoir apporter cet équilibre, repuiser, retrouver finalement cet équilibre qui a disparu dans la plupart de nos campagnes, dans la plupart de nos villes. Ici, dans mon travail à Madagascar, à Antananarivo, la capitale, eh bien, il y avait un enjeu important. D'un côté, la Banque mondiale finançait le remblaiement des rizières, et de l'autre, notre client, la région Île-de-France, a proposé de préserver au contraire ces fils d'eau et de faire en sorte que cette activité de l'eau soit renforcée. Cette activité de l'eau, eh bien, c'est le travail des femmes sur le blanchiment,
sur le nettoyage et la lessive, qui est une activité donnée à certaines familles à travers le pays. Et que si l'eau était remblayée, forcément, la plupart des familles se retrouveraient sans le travail. Mais l'eau, c'est aussi les rizières, c'est la capacité de produire non seulement du riz, c'est le cas d'une rizière, mais aussi élever des canards pour faire du foie gras. Et oui, il n'y a pas qu'en France qu'on peut faire du foie gras. Madagascar produit du foie gras. Mais c'est aussi faire toutes sortes de plantes pour faire des balais, pour organiser des floralies, pour faire en sorte que la maison puisse se doter aussi d'autres qualités. Et puis, quand il n'y a plus assez à manger avec la rizière, eh bien, la rizière est généreuse, elle permet de gratter le fond de l'argile et de faire des briques. Il ne faut pas en abuser, parce que si on refait des briques trop souvent, la rizière est épuisée. Et là, ma proposition, c'est d'organiser des villages pour être de nouvelles unités urbaines, permettant à la fois d'accueillir les familles, puisqu'il y a un très grand exode rural, nous sommes ici au cœur de Tananarive, et en même temps de respecter la quantité de bassins nécessaires pour éviter les inondations. Ce que j'écris là, c'est « Il en est de même de l'eau que nous avons enfouie et recouvert par peur. » Oui, par peur des pollutions, par peur des insectes, des moustiques, par peur des bactéries. Par mépris, l'eau peut faire peur, comme la forêt peut faire peur. Par bêtise, oui, parce qu'on a des programmes à financer et que parfois, eh bien, l'eau, c'est facile à remblayer. Ou par science, parce qu'on nous démontre, chiffres à l'appui, qu'eh bien, on peut s'en sortir avec des tuyaux, que l'on n'a pas besoin de cette eau vive pour activer. Mais l'eau est l'enjeu de notre époque, et plus encore le cadre de vie sublimé de nos loisirs et de nos habitats. Dans tous mes voyages, je crée des carnets de croquis qui traduisent souvent mieux que la photo, parce qu'ils arrêtent le trait sur ce que l'on veut montrer. Ils permettent une description plus fine, comme on pouvait faire au XVIIIe siècle. Ils permettent de retenir l'aquarelle uniquement sur ce que l'on veut démontrer ou montrer. Tous les chantiers organisent le travail sur l'eau par le drainage, par l'irrigation, par la création. Ici, dans cette ville à l'est de Pékin où je travaille, il y a une urbanisation qu'on appellerait galopante. Il y a un bassin au milieu, bassin qui a réussi à résister et qui est le bassin de réceptacle des eaux de montagne. Ce bassin, bien sûr, il est soumis à toutes sortes de pressions foncières sur toutes ses rives. Et là, dans ce schéma directeur, comment préserver ces rives, comment canaliser l'eau permettant de continuer son alimentation, comment faire aussi que des rives puissent avoir le caractère sauvage permettant d'éviter que la concentration du béton ne condamne la ville à des inondations. Alors, c'est ce type de schéma sur lequel nous regardons aujourd'hui à travailler. C'est de faire en sorte que ces plantes puissent absorber toutes, finalement, les variations, l'amplitude qui est liée au typhon que l'on trouve, ces grands cyclones que l'on trouve en Chine. Comment les plantes vont jouer une sorte de modérateur, comment les plantes aquatiques vont être en permanence là pour accueillir, retenir l'eau, retenir la faune, les oiseaux et les poissons et apporter de la vie. Parce que l'eau, c'est aussi, bien sûr, travailler le climat. Il n'y a pas d'aménagement dans le monde sans s'interroger sur les questions climatiques. On ne peut pas juste faire une réponse banale. L'eau ou la terre ou l'aridité est liée à son climat. Alors, une des idées aussi, c'est d'imaginer des réponses qui soient liées à la saisonnalité. Comment finalement parler d'un site, d'une ville, d'une région, d'un pays en fonction de ses saisons et ne pas plaquer
simplement dessus, finalement, la même activité, comme ne pas manger le même fruit à chaque mois de l'année. Eh bien, lorsque l'on regarde le problème qui se pose sur les climats et sur les pentes des montagnes, avant-hier soir, quelqu'un nous alertait sur le peuple des montagnes. Et ici, l'eau s'écoule à toute vitesse, poussée par les typhons et les cyclones, et très peu d'eau va rentrer dans les nappes phréatiques, très peu. L'idée, c'est de modifier légèrement le contexte de cet environnement et de faire que des bassins viennent capter l'eau, que cette eau prenne le temps de descendre tout simplement dans le terrain pour nourrir ces nappes phréatiques et ainsi mieux tirer parti de l'ensemble climatique. Multiplier les micro-retenues, organiser le faciès de ces paysages. Ici, nous sommes sur des bassins historiques qui ont été cassés. Ici, nous sommes sur des retenues qui ne sont pas utilisées, alors que nous sommes là sur des paysages au climat très aride, sur lequel nous développons de la vigne, comme en Italie, comme dans le sud de la France, comme en Californie, et des régions où on voit bien que le soleil est à la fois sa force, mais aussi la faiblesse, et que si nous n'avons rien pour retenir l'eau, eh bien, ces paysages de vignes disparaîtront du sud de l'Italie, du sud de la France. Aujourd'hui, les vignobles se constituent jusqu'en Angleterre parce que le climat évolue, parce que nous n'aurons plus, on l'a encore vu il y a quelques jours en Espagne, les plantations vont évoluer. Et donc, l'ensemble doit être pensé différemment. L'eau, c'est aussi la logique des paysages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul paysage, il y a des paysages façonnés par l'eau. L'eau apporte, traduit, détermine les pentes, érode nos montagnes, nos collines et nos plaines. L'eau, c'est cette capacité qui nous fait appeler à toutes les questions environnementales. Il n'y a pas un seul fleuve qui ne soit pas marqué par l'ensemble de ces questions. Dans le passé, ici dans mon village, en Normandie, nous avons des architectures très adaptées à l'eau depuis le XIIe, XIIIe siècle. Et nous voyons ces moulins dont la roue pouvait se relever en fonction du besoin. En période de tempête, l'eau montait dans les rivières en chargeant des troncs d'arbres. L'idée astucieuse, c'est que la roue puisse se relever et laisser filer ainsi les détritus. Puis après, le calme revenu, la roue du moulin reprenait sa place, permettant ainsi d'adapter les architectures à nos contraintes climatiques. Et ce moulin date du XVIe siècle. Aujourd'hui, plus personne ne se lancerait dans de telles infrastructures. L'eau, c'est bien sûr la fontaine, le puits, le lavoir, le canal, les étangs, les points forts finalement de nos villages, de nos villes, de nos places publiques. Mais on s'aperçoit que l'eau a été cachée, en tout cas en France, pas dans tous les pays d'Europe, a été remblayée, elle est passée sous le niveau du macadam, elle a été enfouie, elle a disparu pratiquement de nos petites villes parce qu'elle était, comme je le disais tout à l'heure, source de risques bactériologiques. Alors, il est plus que temps de réouvrir l'eau et de faire que le système de nos drainages puisse être contrôlé, visible. C'est comme cacher une canalisation derrière un mur. Aujourd'hui, on voit bien qu'il est parfois préférable de voir l'eau circuler que de le cacher derrière d'épais murs. Ici, sur cet exemple du bord de Loire, la Loire, c'est le plus long fleuve de France, plus de 1000 kilomètres. Ce fleuve, il a été à l'origine des plus grandes créations de la France. Tous ces jardins célèbres,
tous ces châteaux de la Renaissance sont liés uniquement à la présence de l'eau, qui a façonné les esprits, qui a apporté des poètes, des écrivains, des paysagistes, des philosophes, Rabelais, Balzac, Louis XI, Floriot, Anne de Bretagne, Ronsard, ont tous écrit sur l'eau. Mais cette eau, elle est devenue sauvage. Enfin, on pense qu'elle est devenue sauvage. Mais finalement, la Loire est un des premiers fleuves canalisés d'Europe. Mais comme on l'a oublié, un moment, au XIXe siècle, au moment où le train est arrivé, on a fini par ne plus naviguer la Loire, mais on a pris le train. D'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est que la gare s'appelait l'embarcadère. Le même mot, je pense qu'en italien, vous avez des choses qui doivent ressembler à ces mots qui passent du vocabulaire du bateau au vocabulaire du train. Parce que le train a bien sûr révolutionné le transport dans tous nos pays et a permis de faire voyager. La Loire, c'était le plus grand moyen de transport de l'époque de Louis XIV. Louis XIV avait d'ailleurs passé une ordonnance royale pour que toutes les plantes qui arrivent du Nouveau Monde puissent remonter la Loire jusqu'à Orléans et ainsi contrôler l'arrivée des arbres sur l'Europe. C'est ce qui a déterminé le paysage qu'on appelait ligérien, c'est-à-dire qui a été fait de multiples petits trocs. Les bateaux remontaient chargés de plantes, redescendaient la Loire avec du vin, avec des pierres, et ainsi ont constitué l'ensemble des villes et des villages du bord de Loire. Le vin, on ne parle pas d'eau sans vin, et particulièrement en Italie. Eh bien, ici, ce paysage, il est constitué par cette pierre que l'on appelle le tuffeau. Le tuffeau, c'est une concentration de sédiments de l'océan. Et cette pierre, aujourd'hui, bien sûr, a donné vie aux plus belles caves de France. Les premiers à avoir mis en scène ce travail, ce sont les moines, avec l'ensemble de ces propriétés prises entre la Loire sauvage, la Loire canalisée, et à organiser la vie à partir de l'eau et de ses richesses. L'eau, c'était la richesse. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de mes travaux, c'est de faire en sorte que la Loire continue à être la colonne vertébrale de l'ensemble de ses destinations et permette, à partir de ce grand mouvement, de relier tous les autres points d'intérêt. La Loire, c'est rendre l'eau à nouveau visible, c'est la réinscrire dans le paysage, c'est redécouvrir à travers une source ou un canal le climat, les saisons. C'est pallier au risque d'inondation comme on pallie au risque d'incendie en forêt. Eaux de ville, eaux de champs, elles ont été de toutes les batailles que l'humanité a livrées pour vivre et survivre. Le citoyen s'interroge et souhaite voir réapparaître l'eau disparue. En permanence, l'eau, c'est l'occasion de rencontres, d'échanges, de partage. Ici, c'est l'occasion donnée de se retrouver au fil de l'eau dans une notion de convivialité et d'échange et de partage pour faire que l'eau continue à jouer son rôle fédérateur. L'eau, élément de lien social, c'est vraiment aujourd'hui le sujet qui nous anime le plus dans nos villes. Comment faire en sorte que l'on puisse apprendre à redominer ces peurs de vivre au bord de l'eau? Ici, ce nouveau quartier que je viens de gagner à l'est de Paris, eh bien, personne n'y pensait il y a encore quelques semaines. L'eau n'existait pas dans ce territoire. Là, par contre, l'eau, on la connaît tous. Lorsque j'ai fait cette photo de Venise avant l'orage, eh bien, je savais que je rentrais là dans un haut lieu de l'humanité. L'eau maîtrisée, l'eau qui pose aussi tous ces problèmes qu'on a vus tout à l'heure, mais l'eau qui se met à geler, qui devient aussi un terrain de jeu, l'eau, bien sûr, de nos activités balnéaires,
des thermes au bassin, l'eau que la famille peut utiliser, particulièrement depuis l'ère des vacances. En France, c'était 1936, où on a commencé à prendre des vacances, on a commencé à se retrouver, on a commencé à partager autre chose que le quotidien du travail. Cette eau mesurée, cette eau partagée, cette eau élément de lien social, et cette eau qui d'un seul coup prend d'autres connotations. Dans cette frise à Saigon, au sud du Vietnam, il y a une sorte d'embellie sur l'eau, l'eau protégée par la religion, cette eau des lotus bouddhistes que j'évoquais tout à l'heure, cette eau qui peut faire peur au point de endiguer le canal et le fleuve. Ici, le fleuve est juste derrière ce mur, et donc comme on ne le voit pas, il y avait comme un besoin de le peindre, de le décrire, de le former. L'eau, c'est très fragile, mais c'est aussi, comme dans l'image de ces enfants, s'amuser avec une inondation. Là, c'est la route qui est inondée, et l'enfant de Hoi An, eh bien, il va s'amuser avec son petit bateau en papier. Comme quoi, finalement, dans les désastres et dans les peurs, elles sont là dominées. C'est-à-dire que l'enfant devient l'élément clé dans l'information, dans la pédagogie, dans la capacité de lui faire passer des messages. Et bien sûr, l'eau conviviale, l'eau de nos rapports entre les êtres, plus que jamais marquée par le soleil, marquée par le regard porté dans toutes les religions et dans toutes les sociétés. Ici, à l'est de Paris, eh bien, dans ce concours qui portait sur une friche industrielle, je regardais le nom des rues et je notais que chaque rue portait le nom d'une plante aquatique, alors qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc, en fouillant un peu, je me suis aperçu que finalement, nous étions sur un ancien territoire de marais, d'où l'idée de recréer des marécages, et en français, on a une subtilité pour passer par une seule lettre de marécage à maraîchage, c'est-à-dire le lieu de la culture des légumes. Et donc, ici, l'idée, au cœur d'une ville qui est une des plus difficiles banlieues de Paris, l'idée, c'était de voir comment l'eau pouvait canaliser les énergies d'une population, on va dire, très chaude, très turbulente. 25% de la population a moins de 14 ans, et donc il nous semblait qu'il fallait trouver une sorte de détonateur, quelque chose qui, non pas mettre le feu aux poudres, mais calme, concentre les énergies. Et ce projet a été l'enjeu de créer à la fois la tradition des légumes pour transmettre autour de l'eau, l'idée de trouver un mode de dépollution par les plantes, l'idée aussi de faire du sport et de canaliser ces énergies autour de l'eau. Le sport en ville, et si on créait une première vague de surf urbaine, et si ces énergies que l'on retrouve dans le sud de la côte atlantique, sur certaines côtes d'Afrique du Sud, d'Australie, du Maroc, on pouvait l'intégrer au cœur de notre activité urbaine. Et si on pouvait imaginer tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des enfants de ces banlieues ne savaient pas nager, qu'il y avait une peur de l'eau, parfois liée même à la religion, en particulier pour les filles. Et donc, il m'a semblé que c'était presque un devoir que de revoir nos situations et nos paradigmes dans ce genre de cas. Et l'eau, finalement, elle était tout près, presque affleurante au bassin. On s'aperçoit que l'eau, elle était là et que finalement, si on grattait un tout petit peu, on pouvait imaginer un système, une sorte de grande machine comme Marly au XVIIIe siècle. Ici, c'est un jeu d'eau monumental à l'échelle de la ville où l'eau est captée, passe par des bassins, parce que cette eau de surface est très polluée, de la dépolluer par les bassins, puis de la renvoyer en haut
de ce lac qui va traverser et alimenter plusieurs espaces de sport, de pêche, d'activité, et puis arriver à ce schéma qui tourne finalement sur l'art et la manière d'habiter l'eau différemment, avec des maisons sur les marais, une île avec ses jardins potagers, une vague de surf, du sport, de l'activité, et puis bien sûr, avec les Jeux Olympiques à Paris en 2024, la ministre des Sports m'a demandé qu'une des activités du surf puisse se passer là, d'où cette concentration au moment d'activités très fortes. Ici, le travail que j'ai mené à Village Nature pour accueillir l'eau, elle n'était pas non plus présente, mais je me suis aperçu que pendant 2 siècles, il y avait des moulins à eau et que c'était la principale économie de ce territoire. Là, nous sommes dans les économies du XXIe siècle, c'est-à-dire le tourisme, qui est une véritable économie en France, en Italie, en Espagne et dans bien des pays. Et l'eau, je l'ai fait réapparaître par le même système que j'ai décrit tout à l'heure. Cette eau capable d'animer, cette eau capable aussi d'apporter du plaisir, cette eau capable aussi de jouer du théâtre. Ce théâtre-là n'est pas juste une image, c'est le travail d'une troupe qui sillonne le monde pour concentrer les jeunes autour du théâtre sur l'eau. Cette société s'appelle Ilotopie et je l'ai intégrée à mon équipe pour arriver à faire que tout le monde n'est pas sportif, mais tout le monde pense, peut voir, peut partager, d'où l'idée de cet équilibre entre sport, théâtre et culture. Et le dernier chapitre, c'est l'eau en partage. Nous sommes de redevables de maintenir pour les générations à vivre, à suivre quelque chose. Nous ne pouvons pas léguer un héritage qui soit constitué de sécheresse et constitué de pollution. Il est indispensable que ces paysages, ici je travaille dans le sud de la Chine, ces petits ports sont condamnés par une restriction de l'eau, par une descente de niveau d'eau. Et ici encore plus, nous sommes dans le sud du Maroc, dans cette petite oasis de Tata, où Charles de Foucault venait se ressourcer au sens propre et figuré. Ici, les enfants nous regardent avec ce regard de quelqu'un qui attend quelque chose, qui attend de nous de trouver des solutions à la pénurie de l'eau. Et j'ai découvert le maître de l'eau, ce lieu dans l'oasis où l'eau était finalement beaucoup mieux gérée que par chez nous. Ce que vous voyez là, c'est comme le maître du temps, il va donner un quart d'heure ou une demi-heure d'eau aux familles, après que les familles aient argumenté pour justifier de la présence de l'usage de l'eau. Et ce petit cercle-là va se remplir d'eau par un trou au fond de la cuvette, et lorsque l'eau aura envahi l'ensemble de la cuvette, eh bien il aura atteint son quota d'eau pour arroser sa parcelle d'oasis. Je trouve que ce travail de lien social, de partage, est exceptionnel. Ici, ce travail, on dirait une œuvre de création ou de décoration. Il n'en est rien, même si elle a des vertus esthétiques. Nous sommes à Lanzarote, dans une des îles au large de la côte africaine, et finalement, nous nous apercevons que ces plantes vont filtrer l'eau des pluies, des rares pluies, et apporter de l'eau douce et propre aux visiteurs. Ce système ingénieux, astucieux, qui remonte à la nuit des temps, a toujours été une quête de l'homme. Comment favoriser que, même en pleine sécheresse, les quelques gouttes d'eau vont pouvoir avoir l'usage et faire vivre les populations. Les exemples, on pourrait en citer beaucoup. Ici, ce travail que j'ai fait sur la côte ouest de la France, c'est dépolluer
des rivières entières, et ces bassins sont des bassins suspendus qui sont accrochés à une station d'épuration. L'eau va la traverser, puis va revenir alimenter ce fleuve. En permanence, nous sommes confrontés dans nos métiers de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, à ces données-là. Comment, comme on me le demande en Chine, intervenir sur ces fleuves, ces arbres exceptionnels? Ce ne sont pas des photomontages, c'est la photo exacte du fleuve de Yangtze, près de Shanghai. Ces arbres, ce sont des métaséquoias, des arbres, des conifères qui perdent leurs feuilles, qui sont exceptionnels et qui seraient voués à une coupe certaine si on laissait faire l'administration centrale, d'où ma bataille, mon combat, comme la Fondation du Prince, pour trouver des solutions douces à l'aménagement, faire en sorte que l'eau puisse se glisser plutôt que sur du béton, que les pontons, les architectures puissent s'intégrer et en douceur par rapport, sans couper pratiquement le moindre arbre. Ici à Terra Botanica, que j'ai créé avec un partenariat très étendu de chercheurs, de sociologues, d'écoles, c'est le lieu de la démonstration. Les enfants sont là comme éclaireurs. C'est parfois eux qui vont donner l'information en retour aux parents. C'est eux qui, par leur émotion presque béate, vont donner la conscience de ces lieux à préserver. Et dans ce jeu d'eau que j'ai réalisé à Terra Botanica, c'est de prendre conscience de l'importance et du poids de l'eau dans le processus. On irrigue, on va chercher l'eau, on organise le puisage de l'eau en profondeur par des moyens, des technologies innovantes. L'eau, c'est véritablement à tous les niveaux que l'on peut l'enseigner. Les norias de l'Afrique, de l'Égypte, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire comment organiser que l'eau soit prise savamment, avec prudence. L'eau, c'est initier pour les enfants, par le jeu, par l'enseignement, c'est comme les arts, apprendre à regarder, à préparer son œil, comme le disait Monet. Cet œil, il n'est pas évident pour tous. Nous avons la responsabilité de cet enseignement, de cette sensibilisation au regard, au monde de l'eau qui finalement nous entoure dans tous les gestes de notre quotidien. L'eau, c'est aussi se dire que pendant des siècles, on a arrosé avec un arrosoir. Ce n'était pas pour rien, c'est qu'on maîtrisait la quantité d'eau versée plutôt que de l'asperger. L'eau, c'est aussi se dire qu'on arrose, mais que la plupart du temps, les tuyaux sont percés dans les villes, que l'eau se déverse dans nos rues, sur nos trottoirs, sans compter. Tous ceux qui ont fait l'analyse urbaine savent les pertes d'eau considérables dans les tuyaux enterrés. Alors on peut aussi apprendre aux enfants que les tuyaux percés, ça suffit, et qu'il faut passer à de nouvelles étapes. Que nous pouvons être dans ce lien très étroit entre l'eau rêvée et l'eau vivante. Que tous les espoirs sont permis dès l'instant où on travaille en amont, que l'on forme les maîtres d'ouvrage, les aménageurs, les promoteurs à cette sensibilisation à l'échelle de son propre jardin ou de la ville entière. Alors là, oui, on pourra continuer, comme les poètes, à apprécier l'ensemble des dispositifs et de l'héritage que nous devons transmettre. Voilà la propriété de Monet aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, intacte, préservée, développée,
comme un outil presque de propagande du beau. Et oui, comme ici, comme Franco Maria Ricci l'a su le faire, les lieux de beauté, il faut absolument les mettre en évidence, organiser ces colloques, parler. Ce sont les lieux de rassemblement de demain, ce sont les forces économiques qui viendront peut-être un jour compenser les forces destructrices de nos industries. Le lotus est déjà utilisé en biotechnologie pour la qualité de ses feuilles, la qualité technologique que l'on ne sait pas retraduire. Voilà le message que je voulais vous faire passer et qui répond, je l'espère en partie, à cette recherche à la fois sur l'eau, mais surtout sur la qualité de vie qui est derrière. Je vous remercie. Ringraziamo naturalmente i nostri relatori di questa sera, veramente ci hanno aperto gli occhi su tante cose, speriamo anche le buone volontà di tutti e prendo commiato dicendo che, come anche le altre sere, avremo un piccolo aperitivo per i nostri amici nella corte d'ingresso del labirinto. Ci vediamo là, grazie.